Salut tout le monde, c'est le mois d'août et Mediarama fait une petite pause. En attendant, je vous propose de retrouver chaque semaine du mois d'août un épisode marquant publié dans l'année et sélectionné par l'équipe du Geste. Le Geste, dont Mediarama est membre, est un groupement d'éditeurs qui rassemble de nombreux médias et producteurs de contenu pour défendre leurs intérêts, apporter des réponses communes et rassembler notre grande famille. Merci donc à Laure et à sa super équipe pour la mise en avant cette année. On se retrouve bien sûr à la rentrée pour une nouvelle saison. J'ai déjà plein de super épisodes prévus, ça va continuer très fort. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos remarques, suggestions, idées d'invités ou de sujets, critiques aussi. Je réponds à chaque message. Vous pouvez m'écrire par mail à françois@cosavostra.com. D'ici là, bon été et merci de votre fidélité. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mediarama. On en a pas mal parlé en début d'année, les newsletters sont vraiment une des grandes tendances 2021 dans les médias. Donc on va continuer d'explorer ce médium incroyable aujourd'hui et on va parler de BriefMe, une des plus anciennes newsletters payantes. Et pour en parler, je reçois Edmond Espanel, le directeur général de BriefMe. Edmond, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de parler de BriefMe, des newsletters, donc sujet passionnant comme je l'ai dit, un petit retour, une petite présentation pour te présenter ceux qui peut-être ne te connaissent pas. Donc voilà, on se connaît depuis quelques années, donc je connaissais ton parcours, mais je suis allé quand même regarder un petit peu dans le détail. Donc toi, t'es un vrai façonneur, un vrai passionné des médias. T'as vraiment fait ta carrière entière dans les médias. T'as commencé chez Télérama auprès de Bruno Patino, où t'as été notamment en charge de la diffusion chez Télérama. Après une petite incursion dans la presse professionnelle chez Edicialis, qui a été racheté entre-temps chez NetMedia, où tu étais directeur délégué, je crois, chez Edicialis, c'est ça ? Et c'est donc en 2016 que tu as investi dans BriefMe pour développer ce média, lancé lui-même en 2014 par Laurent Mauriac, journaliste et évidemment cofondateur de Rue 89. Je me suis pas trompé déjà, c'est bien ça ton parcours si je devais le dire en quelques lignes. François. Bon, super. J'imagine donc une expérience bien formatrice auprès de Bruno Patino. Quelles sont les leçons que tu as retenues de chez Télérama, donc cette fameuse école Patino, parce qu'il y a quand même pas mal maintenant de gens à chaque fois qui sont passés par Télérama avec Bruno Patino qui était au Monde à l'époque. C'est quoi tes leçons de retenue de cette période ? C'est vrai que ça a été une période extrêmement intéressante avec Bruno Patino et Yann Chaplon, le DG de l'époque. D'abord, moi, je suis rentré chez Télérama en stage auprès de Bruno Patino. Il m'a fait confiance, il m'a fait grandir, donc ça a été une expérience formidable. Et surtout, Bruno et Yann, ils m'ont ouvert beaucoup d'accès. J'ai pu voir plein de dossiers, plein de sujets différents, plein de projets. Donc, dès le départ, avoir une vraie vision complète de la diversité des modèles dans les médias, des modèles économiques, des modes d'approche, des négociations, des partenariats. Et puis, la vision, on va dire, holistique, c'est-à-dire qu'un média, c'est plusieurs pieds. C'est à la fois de l'éditorial, des journalistes talentueux, mais aussi du marketing, du commercial, de la technique, de la technicité, dans le print, des gros enjeux industriels de fabrication et de distribution. Donc ça a été vraiment un super apprentissage pendant 4 ans de rentrer comme ça dans les médias et puis d'avoir cette confiance qui m'a été faite à l'époque. Je le comprends, c'est souvent effectivement ce qu'on dit. Donc toi, t'as pas du tout une formation de journaliste. Tu n'as jamais écrit, même dans les médias. T'écris un petit peu ? Alors, moi, à la base, j'ai vraiment une formation en marketing et notamment à Sciences Po, je me suis spécialisé en marketing et j'ai fait plusieurs projets à la fin de mes études dans l'univers des médias. J'avais participé à des études qualitatives et quantitatives sur comment traiter les politiques dans la presse people. Donc, on était en 2003-2004 pour Prisma Media. J'avais aussi travaillé sur un projet de déclinaison de la marque Elle, un Elle Voyage qu'on a même présenté à des équipes chez Lagardère à l'époque. Donc ça, c'était des projets étudiants extrêmement intéressants et ensuite ça a été naturel pour moi de rentrer là-dedans.
Alors, je suis pas un journaliste de formation à la base. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une vraie, je me définis vraiment comme un producteur à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que j'aime, voilà, construire un format, travailler tous les enjeux éditoriaux, marketing, commerciaux, parce qu'en fait, on est en train toujours d'essayer de faire rencontrer une offre et une demande. Et à la fois, le journalisme, c'est une logique d'offre, et il faut qu'il y ait en permanence cette itération entre l'offre et la demande pour trouver quelque chose qui se passe, un contrat de lecture, une audience qui se crée, et puis derrière un modèle économique, et on en Un parlera modèle peut-être. économique, exactement, parce que tout Voilà, ça, effectivement, s'il y a pas de modèle économique, bah, il y a pas de revenus. S'il y a pas de revenus, il y a pas de médias, hein, quelque c'est part. ça. Et ma première conviction, c'est effectivement que l'indépendance éditoriale dépend de l'indépendance économique. Et donc, si t'es pas indépendant d'un point de vue économique, si tu génères pas de l'argent, si t'es pas rentable, ça devient quand même très compliqué. Et ça, on en parlera effectivement l'importance du modèle et donc des chiffres quelque part un peu plus tard dans l'épisode. Et puis donc, quels autres apprentissages peut-être tu as fait au sein d'Edicialis, donc à ton poste de directeur délégué. Alors Edicialis, voilà, c'est des titres comme chef d'entreprise, marketing, magazine. Je les ai pas tous en tête, mais je crois que c'est une dizaine de magazines et une quinzaine ou une vingtaine de sites pro. Donc là, t'étais un peu plus aux commandes, t'étais pas sous quelqu'un, en tout cas Bruno Patino, c'est un peu là où t'as fait un peu plus tes armes, avoir un peu plus de responsabilité peut-être. Alors, ça a été clairement ma première grosse expérience en management, vu que je gérais à la fin entre 70 et 80 personnes. Mais j'ai aussi beaucoup appris avec Hervé Langlard, qui était le président d'Edicialis à l'époque, qui est un super entrepreneur, qui a vraiment fait grandir ce groupe, qui a réussi Ouais, à qui a aussi une acquérir de histoire nouveaux médias, incroyable. vraiment qui est parti d'un média qui s'appelait Action Commerciale, et qui a réussi vraiment à propulser ça comme un groupe de presse professionnel référent. Et puis avec un sens du commerce extrêmement développé. Je pense que chez Edicialis, euh, il y avait une vraie vision du chiffre d'affaires, quoi. Comment on fait rentrer le pognon, comment on vend, à qui, de quelle façon. Et c'est vrai qu'il y avait une culture commerciale qui était extrêmement puissante et qui m'a énormément appris. Qui est souvent plus présente en presse pro que en presse B2C grand public en tout cas. Alors je sais pas, c'est peut-être des fois on en a déjà parlé avec un faux pro. Peut-être qu'effectivement voilà c'est le modèle est peut-être plus simple, mais j'ai l'impression effectivement que souvent il y a moins de problèmes pour parler enfin c'est plus facile de parler de revenus de modèle économique en presse pro qu'en presse grand public. Bah, tes lecteurs sont aussi tes annonceurs, donc il y a quand même un continuum qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Et puis tes annonceurs, tes clients ou tes lecteurs, tu peux les toucher. Ils sont un peu moins nombreux que dans les médias grand public. Donc je pense qu'il y a une simplicité de ce point de vue-là. Chez Edicialis, on parlait d'être animateur de communauté professionnelle, c'est-à-dire que le média, il fait pleinement partie de son écosystème. Et je pense que les médias grand public aujourd'hui sont en train de venir de revenir à ça, d'être des animateurs de communauté, ce que la presse professionnelle fait très bien depuis des dizaines d'années. Ouais. Exactement. Puis c'est même des sujets dont on commence à parler dans la presse grand public, les communautés, etc. Donc effectivement, quand même un côté précurseur un peu dans la presse pro, mais comme tu le dis, c'est peut-être plus simple, c'est plus affinitaire, donc on peut comprendre peut-être les choses un peu plus vite. Est-ce que ça te démangeait donc quand tu étais là chez Edicialis, quelques années de management, tu dis des belles équipes, des beaux enjeux aussi, j'imagine, de transformation numérique. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, de l'époque de Publiatis, quand vous équipiez de ce CMS éditorial. Est-ce que à quoi t'aspirais, parce que donc ton expérience après, donc c'est vraiment cet investissement que tu fais chez BriefMe, on va y arriver. Ça te démangeait déjà d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que tu cherchais à l'époque? Ce qui est clair, c'est que quand j'ai quitté Edicialis, je suis arrivé à un moment où je me suis dit qu'il y avait pas un alignement entre le travail que je pourrais fournir tous les jours et les actionnaires. Et notamment, c'est un groupe sous LBO où tu peux avoir parfois un petit peu des injonctions contradictoires entre la nécessité à la fois d'investir, de développer, et puis en même temps d'avoir un niveau de rentabilité qui permet de rembourser la dette. Et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment pour voilà, construire mon propre projet. Et donc, j'ai cherché à soit racheter une activité dans les médias ou dans la communication,
soit en lancer une. Et j'ai vu un certain nombre de dossiers, et juste avant de rencontrer Laurent Mauriac chez BriefMe, je venais de faire une offre qui s'était pas concrétisée pour racheter une petite agence de communication. Et puis, tu m'as contacté, François, ou je me souviens plus à quel moment, et tu m'as dit, tiens, il y a Laurent Mauriac qui cherche peut-être quelqu'un pour l'accompagner sur le marketing. Et puis, on s'est rencontré avec Laurent. Moi, j'avais déjà un peu suivi la création de BriefMe. On a discuté, il m'a ouvert tous les tableurs, les données, on a regardé ensemble. Et puis, là, je me suis dit, ouais, c'est un super projet et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, on s'est associés ensemble pour le développer. D'accord. Et déjà, cette volonté, j'essaie de comprendre parce que étant entrepreneur, tu voulais pas lancer un business. C'était, tu voulais être dans l'entrepreneur, mais pas forcément lancer. Tu voulais quelque chose qui existait. Est-ce que, tu sais, on parle souvent, en fait, la création d'entreprise, c'est passer de 0 à 1, puis après, c'est une autre étape, passer de 1 à 10, puis de 10 à 100. Tu voulais pas porter tous les risques de passer de 0 à 1, ou t'avais pas l'idée, ou tu te sentais pas, ou qu'est-ce qui fait que vraiment tu voulais racheter quelque chose, ou en tout cas arriver dans quelque chose d'existant? T'as dû te poser la question, forcément. Je pense que j'ai un meilleur talent pour passer de 1 à quelque chose que pour passer de 0 à 1, ou en tout cas, l'occasion. J'avais pas l'idée de me dire, je vais passer de 0 à 1. J'avais pas une idée précise en me disant, il faut que je lance tel ou tel type de business, etc. Donc, j'étais plutôt en train de me dire, où est-ce qu'il y a une activité qui a un potentiel, et où, en arrivant avec ce que moi je sais faire, on arrive à la faire grandir, à la faire s'épanouir. Écoute, là effectivement, et puis tu as trouvé le bon produit, puisque donc BriefMe, et on y vient, existait depuis 2 ans quand tu es arrivé. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement BriefMe pour ceux qui connaissent pas? Alors je pense que tous ceux qui écoutent ont entendu parler de BriefMe parce que c'est quand même un média dont on a toujours bien parlé, mais on connaît peut-être pas forcément dans le détail comment c'est né BriefMe, à qui ça s'adresse. J'ai plein de questions évidemment, un peu pour dresser cette carte d'identité. Tu peux nous raconter rapidement la genèse, comment c'est né, et avec quelle idée en tête, qu'est-ce que Laurent avait en tête quand il a lancé BriefMe? Alors, Laurent, quand il raconte ça, une des premières idées de base, c'est qu'il était à l'époque directeur général de Rue 89. Mais il était plutôt dans la gestion, il était plus dans la rédaction, parce que c'est un journaliste, Laurent, au départ. Et à la fin de la journée, il pouvait avoir travaillé toute la journée, et en travaillant dans un média d'actualité, être un peu pas bien savoir ce qui s'est passé dans la journée. Donc il s'est dit, tiens, quand même, cette idée d'avoir une offre de rattrapage en fin de journée qui permet de savoir ce qui s'est passé d'important, ça pourrait être intéressant. Et c'est l'idée de départ, qui est de construire un service d'information qui, une fois par jour, arrête le temps, permet de faire le point, fait le tri entre l'accessoire, le buzz, et garde vraiment l'essentiel, ce qui a du sens, ce qui a de la portée. Et puis avec cette logique d'explication qui est vraiment au cœur de BriefMe, qui est notamment, on a un sujet principal qui est expliqué en 3 questions, qui permet de faire le point sur un événement essentiel de la journée. Donc au départ, ça a été lancé par une newsletter avec une campagne de crowdfunding pour rassembler les premiers abonnés. La première communauté, ouais. La première communauté, et puis surtout co-construire avec elle les titres des rubriques, la longueur, la tonalité. Ça a été une phase extrêmement intéressante. Et puis de cette newsletter du lundi au vendredi, c'est passé à une newsletter du lundi au samedi avec une édition du week-end. Et puis qu'on a continué à faire grandir. C'est plus maintenant qu'une newsletter, c'est un site, une application mobile, c'est des éditions thématiques avec BriefMe Panorama. Et puis en 2018, on a lancé un deuxième média, le petit frère ou la petite sœur de BriefMe, qui est Brief Echo, qui est un hebdomadaire qui chaque mercredi va expliquer l'économie, toujours avec cette logique de briefing en fait. C'est qu'est-ce qui est important, et puis explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Nous, notre vocation, c'est d'aider les gens à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ouais, belle promesse. Et c'est donc une newsletter payante qui est... C'est quoi le prix de l'abonnement ? Alors, le prix de l'abonnement classique, c'est à peu près 60 € par an pour BriefMe. Dès le départ, on a pris le choix d'être sur un abonnement payant et pas sur la publicité. D'abord parce que ça amène une grande lisibilité stratégique. Tu sais pour qui tu écris, tu as pas de doute sur
l'influence que la publicité peut avoir sur le contenu. Et puis, ça permet de construire vraiment un modèle économique qui est durable dans un environnement où monétiser sur le web, c'est quand même très très compliqué. Il faut avoir soit des carrefours d'audience extrêmement puissants, soit être extrêmement affinitaire. Mais finalement, sur de l'offre d'actualité, d'information politique et générale, c'est quand même du coup très très difficile d'avoir un modèle publicitaire. Donc le modèle d'abonnement, il s'est imposé de façon tout à fait naturelle. Ouais, alors ce qui est aussi intéressant, parce que évidemment, en fait, en préparant cet épisode, je pensais à une autre newsletter sur l'actu, une quotidienne qui s'appelle Time to Sign Off, qui est aussi parmi les newsletters une vieille entre guillemets newsletter qui lui est sur un modèle gratuit et qui a réussi plutôt bien à monétiser. Mais effectivement, ce que je voulais rebondir, où je suis plus ou moins d'accord avec le fait effectivement que c'est dur à monétiser. Je pense que c'est ça dépend aussi vraiment de la personne, de sa capacité à aller voir des sponsors, mais ça ne répond pas à la question effectivement de l'influence ou de l'indépendance. C'est vrai que sur le papier, se dire que tu dépends uniquement de tes lecteurs, donc t'as vraiment une espèce de transparence qui est vrai, effectivement beaucoup plus pas saine, mais beaucoup plus simple à percevoir que la publicité où tu sais jamais effectivement entre des annonceurs, tu peux toujours avoir un petit doute. Et vous, je sens quand même, on va revenir, vous avez une charte déontologique, c'est quand même quelque chose auquel vous tenez, qui fait vraiment, c'est un pilier de Brief Me. C'est pas tant que vous aimez pas la pub que cette espèce de transparence que vous avez et de dépendre uniquement de vos lecteurs. C'est clairement l'absence de publicité. Je pense que ça amène effectivement cette transparence, cette fluidité à l'égard du lecteur. Mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de modèle publicitaire sans avoir quelque chose de très affinitaire. Et tu l'as dit, ce que fait Romain Dessal avec Time to Sign Off, c'est bien fait, c'est bien construit, mais il a réussi à construire une audience extrêmement cohérente, haut de gamme, premium, de décideurs, qui du coup lui permet d'aller voir des annonceurs qui veulent parler à cette audience. Et il fait aussi un contenu qui parle à cette audience. Et nous, on n'avait pas forcément envie de construire un produit éditorial en se disant tiens, je veux parler à cette audience-là parce que c'est là où j'ai c'est un celle qui plaît à des annonceurs, ouais. que je peux adresser. Mais j'ai quand même fait ça pendant presque 10 ans, donc je vois très bien comment on peut faire ça. Mais c'était plutôt la logique de se dire ok, on essaie de créer une offre éditoriale qui répond à un besoin, qui est de se réconcilier avec l'actualité, de mieux comprendre ce monde, d'y passer moins de temps dans un moment où tu peux avoir des notifications partout sur ton mobile, des flux infinis sur les réseaux sociaux, énormément de contenu disponible en ligne, et à la fin, tu peux passer une demi-heure, une heure à te balader sur plein de sites ou sur ces flux-là, et t'as pas forcément cette sensation de satiété, d'être bien informé. Et donc nous, on voulait répondre à ce problème-là que rencontrent plein de gens en leur apportant une solution. Et ces gens-là, c'est pas un groupe homogène à qui on peut vendre de la publicité. C'est des personnes qui ont juste envie de bien s'informer et qui sont prêts à y consacrer quelques euros par mois parce que finalement, ça répond vraiment à leurs besoins. Mmh. Écoute, c'est très clair. Combien vous avez d'abonnés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un peu plus de 12 000 abonnés sur le grand public. 12 000 abonnés payants. Des gens qui payent tous les mois et qui payent essentiellement plein tarif. On n'a pas vraiment d'offres promotionnelles à 1 euro le premier mois, tout ça, on fait pas. On pourra peut-être discuter de pourquoi, mais on est à un peu plus de 12 000 abonnés. D'accord. Et donc je fais rapidement le calcul, 12 000 abonnés, 60, donc à peu près 120 000 euros de chiffre d'affaires, ça c'est sans compter éco. Vous êtes rentable aujourd'hui? Alors on est rentable sur Brief Me, parce qu'à côté de les abonnés grand public, on a aussi une petite activité en B2B. Donc on va avoir des entreprises qui vont abonner leurs collaborateurs, des bibliothèques, des médiathèques, des établissements d'enseignement supérieur. Ouais. Et on a été rentable déjà en 2017. Et puis en 2018, on a lancé Brief Eco, donc il a fallu absorber le développement d'un nouveau média en 2018, 2019, et en 2020, on était à nouveau rentable. Bon, félicitations, c'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de médias, même de gros médias, de grands groupes qui ne le sont pas. On parle beaucoup de licenciements économiques. Vous n'avez pas du tout été impacté par forcément, puisque vous êtes sur un modèle d'abonnement, par la baisse des revenus publicitaires, le Covid, etc. Est-ce qu'au contraire, même peut-être, vous avez vu des effets bénéfiques à la crise sanitaire sur le besoin de s'informer, de lutter contre les fake news? Vous avez senti ça dans les chiffres?
Alors c'est contrasté parce qu'effectivement, en mars-avril 2020, vraiment au début de la crise sanitaire, au premier confinement, on a très vite réagi d'un point de vue marketing. Donc on a plutôt été chercher de nouveaux abonnés sur cette période-là. Et l'abonnement, il amène une certaine forme de résilience, c'est-à-dire que tu as un décalage entre ce qui se passe et le moment là où tu sens l'impact, notamment sur les résiliations. En revanche, aujourd'hui, on sent quand même chez une partie de nos abonnés une sensibilité à la conjoncture économique, et certains nous disent je me désabonne parce que faut que je fasse vraiment attention à mes dépenses, parce que j'ai perdu mon travail, j'ai plus de job étudiant, etc. Donc on sent quand même l'impact de la crise aujourd'hui un petit peu et sur l'abonnement et sur le réabonnement. C'est des signaux faibles, c'est pas des signaux importants, donc mais on voit bien que ce contexte y compte. Et puis quand même la crise nous a quand même sérieusement ralenti notre activité en B2B en 2020. Ouais. On a réussi à relancer un petit peu sur la fin de l'année, mais c'est vrai que voilà, quand les gens sont plus en télétravail, moins là, qu'on peut moins rencontrer de monde, il y a moins d'opportunités. Ouais, forcément. Donc ouais, tu le sens un peu en B2B, des gens qui ont résilié, mais pas d'inquiétude, pas de baisse notoire du chiffre d'affaires, etc. Donc vous passez la crise. On passe sans problème la crise. On a fait une très belle croissance en 2020. On espère maintenir ce rythme-là en 2021. Maintenant, c'est des signaux qu'il faut prendre en compte, mais on a une offre qui, je pense, est extrêmement adaptée à la situation parce que on fait un journalisme d'explication et de fiabilité. Et dans un moment là où tu peux avoir beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses pas toujours très précises qui circulent, et puis cet empilement de choses, nous en fait on essaie d'amener de la clarté, vraiment d'avoir cette approche où il n'y a pas de conditionnel dans BriefMe, on vérifie, on recoupe 100% des informations. On a un travail extrêmement fin de précision, d'explication, de sources qui donne de la clarté au lecteur. Et je pense que cette période-là, elle est plutôt favorable à des médias comme le nôtre. Ouais, ça, je suis assez persuadé. C'était un peu, voilà, ma question tout à l'heure, justement, dans les gens ont besoin un peu de repères et de news sûres. Donc ça me permet de faire une belle transition sur votre organisation. Comment justement vous travaillez au quotidien sur parce qu'on a souvent en tête le modèle des newsletters avec une curation humaine. Quelles sont vos méthodes, vos critères de sélection dans les news? Est-ce que vous avez une conférence de rédaction? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu votre méthode et une journée type chez BriefMe? Tout à fait. Alors BriefMe, on va pas faire de curation, en ce sens que la totalité du contenu de BriefMe, c'est de la production éditoriale originale. C'est un peu comme si on faisait du journalisme de desk dans un autre média. On n'est pas là pour agréger des liens et les mettre en scène. On a une rédaction qui va le matin faire une veille sur une pluralité des centaines de sources françaises et internationales. Ça peut être via des médias, des agences, énormément d'organismes publics qu'on suit, des fils RSS, une veille sur les médias sociaux comme Twitter, et qui va permettre de faire une première conférence de rédaction à 10h le matin pour déterminer, on va dire, le froid, c'est-à-dire pour nous, c'est les sujets de la fin. Donc pour ceux qui sont un peu familiers de BriefMe, on a au début des brèves sur les informations clés à retenir de la journée. Il y en a 4 à 6, puis un sujet principal qui est expliqué en 3 questions. Et puis ensuite, en fin de newsletter, on a différents sujets qui peuvent être une infographie, un avis, un ça alors, c'est-à-dire une information intéressante, surprenante, mais qui a de la portée sur la façon dont le monde fonctionne, un conseil pratique, une recommandation de choses à lire, à voir ou à écouter. Et donc toute cette partie de la fin, elle va être rédigée le matin, donc à l'issue de cette conférence de rédaction. Mmh. Et puis l'après-midi, pareil, en début d'après-midi, il y a une deuxième conférence de rédaction là pour traiter plutôt du chaud, c'est-à-dire quel est le sujet principal qu'on va faire de la journée, et puis également quelles sont les brèves principales qu'on va mettre dans l'édition du soir qui paraît à 18h30.
Ok. Voilà, donc c'est vrai que c'est important de le rappeler, même si moi je le savais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pas une newsletter de curation où on vous dit voilà les articles que vous auriez dû lire avec un début de texte. C'est vraiment une production originale, une conférence de rédaction des journalistes où vous rédigez et c'est vraiment un média original envoyé chaque jour avec voilà l'ensemble des informations qu'il faut savoir et cette notion un peu d'exhaustivité en tout cas voilà ou de satiété comme tu disais qui répond à une certaine satiété. C'est vous avez peu de temps, vous n'avez pas eu le temps de lever la tête, voilà les news et c'est vous qui les rédigez, c'est pas vous devez aller lire tel et tel article quoi. Et c'est justement, c'est pas de l'exhaustivité, c'est de chercher Brief Me, ça se lit en un peu moins de 10 minutes, si tu lis l'intégralité. C'est vraiment d'avoir l'essentiel de l'actualité. Donc, nous, on va essayer de faire le tri avec tout ce qui va te prendre du temps de cerveau disponible, pour reprendre une vieille expression, et vraiment essayer de garder que l'essentiel, que les informations qui ont de la portée. Ça veut dire qu'on va pas traiter de l'actualité sportive ou people, on va éviter de tomber dans des buzz ou dans des polémiques inutiles qui peuvent parfois tourner en boucle toute une journée sur des réseaux sociaux, sur des chaînes d'information continue ou même sur des rubriques de fact-checking, parce que la plupart du temps, en fait, c'est vraiment l'écume, mais c'est pas forcément essentiel. Et puis, donc nous, on va vraiment se poser la question, est-ce que cet événement, il a de la portée, est-ce qu'il a du sens, et est-ce que je suis respectueux du temps que consacrent nos lecteurs à nous lire? Donc vraiment d'aller sur ce qui va vraiment amener de l'intérêt. Donc ça, c'est un travail extrêmement fin de hiérarchisation qui est fait. Et puis derrière, la rédaction passe des coups de fil, vérifie, recoupe les infos pour qu'on ait quelque chose qui soit le plus carré possible, avec une écriture simple, sujet, verbe, complément. On sait qui a fait l'action, on évite la voix passive, on est systématique pour dire qui est l'émetteur de l'information, qui est la source. Tu liras pas dans Brief Me Berlin a décidé que, parce que c'est quoi Berlin? C'est la chancellerie, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est qui en fait? Et donc on va s'interdire un peu certaines facilités au lieu commun qu'on utilise parfois dans le journalisme et qui finalement amène une simplification où on ne sait plus forcément trop qui a fait l'action. Donc tout ce travail-là d'écriture, de vérification, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Et en ce sens-là, on est très très loin d'un média de curation. Ouais, je l'entends. Est-ce que vous avez des partenariats néanmoins quand même avec des médias où tout est fait en interne? Je sais pas si vous bossez avec d'autres partenariats, enfin d'autres médias, pardon. Alors, on travaille pas avec d'autres médias. On a un partenariat pour réaliser nos infographies. Donc, on publie des infographies dans Brief Me et dans Brief Echo. Donc, on travaille avec une super équipe qui s'appelle We Do Data et avec lesquelles on construit nos infographies chaque semaine où nos journalistes définissent le sujet, rassemblent la data et puis avec We Do Data, on construit visuellement ce produit. Ok, top. Donc là, je vois un peu donc l'organisation, donc très média. Est-ce que un peu top-down, vous envoyez cette newsletter tous les jours? Est-ce que vos justement vos abonnés, on parlait tout à l'heure de communauté, est-ce qu'ils ont voix au chapitre? Est-ce qu'ils participent d'une manière ou d'une autre? Tu sais, il y a beaucoup de médias, c'était, je crois, dit Télégraphe aux Pays-Bas qui avait des conférences de rédaction dans lesquelles certains abonnés pouvaient participer, etc. Est-ce que vous interrogez souvent vos communautés, vos abonnés, pour le qui pourraient participer au choix de certains sujets, de rubriques, etc. Comment est-ce que vous bossez ce côté communautaire? Alors, dès l'origine de Brief Me, comme je te le disais tout à l'heure, où il y avait eu cette campagne de crowdfunding, mais de co-construction avec des premiers abonnés, il y avait cette logique, et c'est vraiment aussi dans l'ADN de Laurent, de Laurent Mauriac, de ce qu'il avait fait avec le reste de l'équipe sur Rue 89, qui était un média assez communautaire dans son approche, en tout cas participatif, c'est de garder cette logique, on va dire, de participation très conversationnelle. Et l'email, en fait, c'est conversationnel parce que tu peux y répondre. Donc nous, on a déjà des gens qui nous écrivent un petit peu tous les jours. Et ensuite, dans la façon dont on a conçu à la fois l'évolution des produits, donc on a régulièrement des questionnaires avec nos lecteurs, on fait des rencontres ou des focus group marketing. Et puis ensuite,
dans le quotidien, ou plutôt de façon hebdomadaire, chaque semaine, ce sont nos lecteurs qui choisissent le sujet principal de l'édition du week-end. Donc l'édition du week-end, on a à l'intérieur un sujet qui est plutôt un retour chronologique qui permet de prendre un petit peu de la hauteur sur une situation. Par exemple, la semaine dernière, on a traité du conflit en Ukraine. Donc on a fait une chronologie sur le conflit en Ukraine et nos lecteurs ont choisi parmi 3 sujets. Donc on a un premier travail éditorial qui est fait par la rédaction de sélectionner 3 sujets qui sont pertinents, anglais, intéressants. Et on propose à nos lecteurs de voter pour choisir le sujet qu'ils ont le plus envie de lire chaque semaine. Par et on quel a biais, comment vous faites ça? 25% des abonnés qui votent chaque semaine pour choisir avec nous ce sujet-là. Et comment vous leur demandez ça? Parce que tu vois, j'avais reçu Arthur de Villemandy de Magma, que tu dois connaître, ou sinon je t'invite à écouter cet épisode, où il a un Slack, et donc tu sens vraiment que dès le départ, la communauté est interrogée et mise en avant, tu vois, ça fait vraiment partie de l'offre. Est-ce que vous avez, au-delà du fait que tu peux répondre à une newsletter et tu peux leur en envoyer, est-ce que vous avez organisé comme ça un peu la vie de la communauté, les membres peuvent se parler, etc. Est-ce que vous avez des outils spéciaux? Alors on a, à part ces outils-là de vote par exemple, ou les rencontres qu'on peut organiser, donc là on a fait un live il y a pas très longtemps avec nos abonnés, on n'a pas une communauté qui est aussi homogène que ce que peut avoir Arthur avec Magma, une communauté d'entrepreneurs, où il y a cette logique d'échange d'informations, d'entraide, etc. Donc nous, on n'a pas construit un outil communautaire. En revanche, on va essayer plutôt d'avoir le maximum d'interaction avec nos lecteurs et nos abonnés pour à la fois avoir un contenu qui leur convienne et puis aussi répondre à leurs interrogations parce qu'on fait un média d'explication aussi. Et s'ils nous disent tiens là, ces sujets-là je les ai vraiment pas bien compris, on a des rubriques qui nous permettent d'expliquer un terme de l'actualité, de mettre des choses en perspective. Donc on va plutôt être très à l'écoute de nos lecteurs, de mettre en place des espaces où ils peuvent interagir avec nous, mais pas un outil particulier d'animation de communauté. Ouais, c'est effectivement la grosse différence, tu l'as bien souligné, c'est vous n'avez pas un lecteur type de très enfin pas unique mais effectivement affinitaire, donc il peut y avoir donc il n'y a pas forcément un intérêt à tous les faire discuter ensemble, ils sont pas réunis autour d'un centre d'intérêt, donc effectivement c'est peut-être plus difficile d'avoir une communauté qui se parle, sachant qu'elle peut être assez diverse. Ça c'est assez clair. Quelque chose qui m'intéresse, c'est vraiment sur la partie business et ce dont on parlait là en fait partie, c'est comment est-ce que vous utilisez la data chez BriefMe. Et je sais que vous le faites beaucoup parce que c'est un de tes points forts et que c'est aussi ce que cherchait Laurent. Est-ce que parce que donc une newsletter comme BriefMe, donc payante, c'est un business d'abonnement hein, quelque part, et donc dans qui dit abonnement, bah dit des abonnements, dit des offres d'essai, etc. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment vous fonctionnez là-dessus, ce que vous regardez, et je pourrais résumer en une question, quel rôle joue la data chez BriefMe? Alors la data, elle joue pas un énorme rôle dans la partie éditoriale, en ce sens où on n'est pas collé en disant tiens, est-ce qu'il y a des newsletters qui ont un meilleur taux d'ouverture parce que on parle de tel ou tel sujet, etc. On est quand même dans une logique où c'est notre approche de la hiérarchisation de l'actualité, notre approche d'offre qui est déterminante, modulo ce que je viens de te raconter sur voilà les interactions qu'on peut avoir avec nos lecteurs, notamment sur le choix des sujets. En revanche, effectivement, sur la partie marketing, on va travailler beaucoup plus en profondeur la data. D'abord, pour déterminer dès le départ qui sont nos lecteurs ou nos familles de lecteurs, nos personas, comme on va dire en marketing, et puis être derrière capable de leur proposer des offres au bon moment, de les réactiver, d'anticiper les risques de désabonnement, d'être capable d'anticiper les problématiques de cartes bancaires qui arrivent à expiration, qui est un vrai sujet dans l'abonnement pour les fidéliser. Donc, je sais pas si tu as des sujets en particulier sur lesquels tu veux qu'on tire un petit peu la pelote.
Ouais, clairement, c'est des KPI. Comment est-ce que c'est toi qui t'en occupes, Edmond, au quotidien, ça justement? Est-ce que t'as des tableaux de bord parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très naturel dans les médias et beaucoup de newsletters sont gratuites, donc bon, tu peux regarder rapidement ton taux d'ouverture. Hein, c'est ce que me disait Rebecca justement des Glorieuses. Tu vois, elle est sur un autre modèle, donc t'es peut-être pas obligé d'avoir le nez dans le guidon dans les chiffres, etc. Vous, c'est quand même voilà quelque chose d'assez critique et je pense que tu as d'énormes leviers de progression là-dessus. Donc je voudrais voir un peu ton quotidien et quels sont les chiffres que tu regardes, qu'est-ce que vous avez des opérations peut-être de recrutement que vous avez mis en place, qu'est-ce qui fonctionne dans l'abonnement des newsletters. Alors moi, très clairement, au quotidien, je regarde combien j'ai de nouvelles périodes d'essai qui sont activées, combien j'ai de nouveaux abonnés qui sont rentrés dans les dernières 24 heures, combien j'ai de désabonnés et les raisons de désabonnement. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que je regarde tous les jours et puis qui permettent de piloter les opérations et d'acquisition et de conversion et de fidélisation. Ensuite, nous, comme je te l'ai dit, on est passé d'un modèle de la newsletter à un modèle un peu plus enrichi, vu qu'on a une application, on a un site, et donc on arrive au stade où on doit gérer une masse très importante de données et être capable de la réconcilier. Donc, parce qu'il y a plein d'endroits où elle va être disséminée. Donc, on a lancé un grand projet là-dessus il y a un peu plus d'un an où maintenant on a créé une sorte d'entrepôt de données avec des data pipelines, parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça s'appelle, où on va aller collecter dedans, structurer cette donnée-là pour avoir une vision beaucoup plus précise de ce que font nos utilisateurs et être capable derrière de sortir des tableaux de bord ad hoc quand on en a besoin et d'avoir une vision beaucoup plus fine et sur lequel on va bientôt arriver avec une deuxième étape qui est de faire tourner un peu des algorithmes pour être capable d'avoir un peu de prédiction sur ce qui peut se passer et quels sont les facteurs qui font que quelqu'un peut s'abonner ou se désabonner. D'accord. Et ça, c'est toi donc qui le pilote et c'est des outils que tu t'as mis en place ou vous développez en interne. Là, tu parlais un peu justement de prédiction. C'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, moi, je suis plutôt sur la partie structurelle, ma vision marketing et produit du projet. Et puis, on a une équipe technique qui travaille là-dessus. D'accord. Et ça, c'est en interne, ces En équipes, ou interne. c'est en interne? Donc c'est quand même, ouais, c'est un pan important. Voilà, c'est pas juste, tu regardes un peu le log de ton Mailchimp, etc., quoi. Vous êtes structuré en interne pour justement piloter ça de manière très fine. Rien n'est laissé au hasard, quelque part. Alors, dès le départ, on s'est dit que Brief Me, c'était un sujet qui pouvait réussir si on était bon sur trois aspects. La qualité éditoriale et rédactionnelle, la qualité du modèle marketing et la qualité technique. Et donc, on investit beaucoup sur la technique. On a en moyenne une personne et demie qui travaille sur la technique. On a un responsable technique et un associé technique qui est là 2-3 jours par semaine. Et on a investi dans des outils pour à la fois automatiser un certain nombre de tâches qu'on peut réaliser, pour avoir un flux de la copie qui soit le plus rapide entre le moment là où la rédaction a fini et le moment là où on diffuse la newsletter. Et puis un investissement aussi sur toute la partie voilà, automatisation marketing avec les outils qu'on peut avoir branchés sur notre CRM, les ICRM, les éléments que je t'ai mis sur la data, parce qu'on pense que c'est un élément qui fait la différence en fait, qui fait la C'est différence clair? à la fois en termes d'efficacité et puis qui fait la différence dans notre capacité à grandir. Donc on a un niveau très élevé d'investissement technique par rapport à la taille de notre business, mais qui, je pense, nous permet d'envisager la croissance avec sérénité. Écoute, c'est assez clair. Et d'ailleurs, cette croissance, alors là, ça me permet un peu peut-être de parler de plus d'avenir. Euh, quels sont les horizons, puisque aujourd'hui là, donc si vous êtes bon sur l'édito, qui était ta première promesse, bon sur la technique, qu'est-ce qui vous empêche de passer de 12 000 à 100 000 abonnés, puisque vous êtes sur un modèle qui a priori intéresse énormément de monde? Est-ce que c'est quoi? Il vous manque des fonds pour faire de la publicité? C'est quoi l'avenir un peu de Brief Me? Donc nous, effectivement, on pense qu'à un peu plus de 12 000 abonnés sur Brief Me, on n'a pas atteint le plein potentiel de notre marché.
Et la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des bons canaux d'acquisition pour exposer notre offre. C'est un bien d'expérience, c'est-à-dire que Brief.me, on a une période d'essai gratuite de 30 jours. Tu mets ton email et puis tu peux accéder à l'application, le recevoir par email. Et on a besoin d'avoir le maximum de gens qui rentrent et qui découvrent Brief.me. Et donc, nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est de trouver les bons canaux publicitaires qui nous permettent de faire rentrer des personnes en essai et de les convertir en abonnés payants avec un coût de recrutement par abonné final qui reste correct. Parce que si c'est pour avoir un coût de recrutement qui coûte 5 années d'abonnés, on va avoir des difficultés. Donc là, nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est d'être capable de monter en puissance pour avoir plus de canaux possibles qui ont un rapport qualité-prix acceptable. Et c'est là où on est en train d'expérimenter parce qu'on avait des canaux qui fonctionnaient bien, notamment sur Facebook, sur Google, qui sont un peu plus chers. On a fait de l'influence, des partenariats d'affiliation. On a fait un certain nombre de choses. Mais voilà, là, on cherche des nouveaux relais de croissance pour continuer à grandir sur la partie publicitaire. Donc, c'est un des gros enjeux de notre année 2021 et puis de 2022. On a recruté un responsable marketing pour nous accompagner là-dessus et pour grandir sur cette partie-là. C'est lequel aujourd'hui le canal de recrutement le plus efficace ? Le canal de recrutement le plus efficace sur l'abonnement pur ? Sur l'abonnement pur. Alors, sur l'abonnement pur, c'est les gens qui ont déjà testé les années précédentes. Sinon, celui sur lequel on a fait le plus de volume, je pense, l'année dernière, ça doit être Facebook. D'accord, ça reste en fait avec quoi les lookalikes, tu uploads ta base d'abonnés et puis il te sort des profils qui ressemblent et c'est à eux que tu t'adresses. Comment est-ce que parce que aujourd'hui tout le monde peut être intéressé sur le papier, j'ai l'impression, par Brief.me à partir du moment où tu as un peu d'appétence pour l'actualité et que tu sais lire, où tu as une adresse mail, tu peux t'adresser à tout le monde. Comment tu cibles précisément sur Facebook ? Alors, les lookalikes, oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé au départ quand on est arrivé sur Facebook en 2016-2017. Ça s'épuise un petit peu quand tu es présent depuis un certain temps et tu as besoin de nourrir l'algorithme avec d'autres choses. Et puis, Facebook aujourd'hui a une finesse de ciblage qui s'est réduite par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc, on a moins de capacité de cibler par intérêt. On revient plutôt sur des logiques socio-démographiques. Et puis, il y a aussi des enjeux aujourd'hui de perte de qualité de données parce que le pixel de Facebook, il dépend des cookies. Alors, les cookies, c'est devenu de plus en plus compliqué. Ouais. La mise à jour d'iOS 14 réduit encore un peu des éléments de visibilité. Donc, pour que l'algorithme de Facebook puisse bien travailler et être capable d'exposer les messages à des personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressés par nos produits. Donc nous, on est plutôt dans cette logique-là de construire beaucoup plus d'alternatives à Facebook que ce qu'on avait jusqu'à présent. Ok, ouais, effectivement. Et donc ça, c'est un peu votre, non pas le Graal, mais un peu votre quotidien, c'est trouver de nouveaux partenariats, de nouveaux canaux d'acquisition pour qu'un maximum de gens soient en contact avec Brief.me et fassent ce test, et puis après ils rentrent dans le système ou à vous de les transformer par la qualité du produit, des bonnes relances, etc., etc. Donc c'est un peu ça votre gros enjeu en tout cas sur le modèle existant. Est-ce que donc ça, on peut imaginer qu'effectivement tu y vas mettre des ressources, mais c'est quelque chose qui est assez non pas linéaire, mais enfin qui est assez clair. Est-ce que à côté vous tester d'autres choses? Est-ce que vous voulez investir d'autres supports, d'autres territoires comme l'audio dont on parle beaucoup, la vidéo dont on parle aussi évidemment beaucoup, ou est-ce que non, Brief.me, ça reste une newsletter, c'est de l'écrit et tant que vous n'avez pas atteint les 100 000 abonnés, vous restez concentré? Alors, on va rester concentré sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des briefings qui sont à dominante écrit, mais il y a quand même des demandes de nos lecteurs, de nos abonnés, notamment d'avoir une version lue de Brief.me qui pourrait écouter en mode podcast. Donc là, on est en train de travailler sur des outils de synthèse vocale qui permettent très facilement à 18h30, quand on a envoyé l'email ou la notification sur l'application mobile, d'avoir dans la minute
le fichier son à écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'espère, devrait arriver dans les semaines qui viennent. Plutôt cool. J'avais fait un épisode avec Eloquence, Alexis Botaya, qui a aussi je sais pas si c'est avec lui que tu fais ça. On va discuter avec lui aussi. Bon, top. Et puis sinon, j'imagine de la même manière que vous avez sorti Brief Echo, peut-être d'autres verticales. Est-ce que ça peut être aussi une vocation d'avoir d'autres éditions plus spécialisées, comme on peut contexte que tu connais bien, etc. Se dire que voilà, on veut de plus en plus de newsletters de niche. Donc, est-ce que vous allez sortir peut-être d'autres éditions plus niches, plus verticales? Notre vocation, c'est effectivement d'aider les gens à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Donc, on le fait aujourd'hui sur l'actualité, on le fait sur l'économie. Forcément, il y a d'autres thématiques qu'on regarde ou sur lesquelles on réfléchit avec Laurent. Là, on n'a pas de projet qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, directement structuré, mais c'est clairement dans nos réflexions et dans nos projets. À suivre. Bon, en même temps, vous n'êtes pas non plus une armée de dizaines de personnes, donc j'imagine qu'avec ce dont on a parlé, il y a déjà pas mal de pain sur la planche. J'ai 2 points encore que je voulais voir avec toi. On n'a pas beaucoup parlé d'IA, parce que je pense à une newsletter, d'ailleurs que je recevrai bientôt, Benoît Raphaël de Flint. Est-ce que c'est un défi pour vous, la bataille contre l'IA, parce que vous êtes justement dans quelque chose de très très humain, un travail manuel qui est fait. On parlait, c'est pas uniquement de la curation. Est-ce que pour vous il y a une bataille ou c'est un défi à relever, l'IA? Ça dépend sous quel angle tu le vois. Le défi, d'abord, il y a un défi au niveau des fake news, au niveau des deepfakes, de la capacité à créer des éléments qui perturbent le débat public, qui sont factuellement faux ou construits de telle façon qui visent à tromper et les journalistes qui potentiellement y seraient exposés et le grand public. Donc là, oui, je pense que tous les médias, ils sont confrontés à ce défi-là d'être capables de faire le tri entre le vrai, le véridique, la véracité. Et donc là, il y a un défi. Après, nous, dans notre travail, contrairement à l'exemple que tu donnes de Flynn, qui est un super produit, je pense, de veille pour les professionnels, notamment, puisqu'il est vraiment axé sur ce marché-là. Nous, on n'est pas en train de se dire, est-ce que si on rajoutait des briques de veille d'IA, on ferait un meilleur produit? J'ai même peur qu'on rentre dans des bulles de filtre, en fait. L'humain, il amène une sérendipité, une capacité à découvrir, à s'étonner, à créer des liens en disant mais tiens, ça me rappelle un truc qui s'est passé il y a 3 ans, il y a 5 ans ou dans tel autre pays que l'IA t'amène pas encore. Peut-être qu'un jour ce sera possible. Mais donc moi je crois vraiment à l'importance de la qualité du regard de nos journalistes, à leur pertinence, à leur capacité à faire le tri, à faire la part des choses, à se poser des questions en disant mais il y a quoi derrière? L'IA est pas capable de dire c'est une information qui a de la portée ou c'est une information qui a pas de la portée. L'Assemblée nationale vote en dernière lecture l'adoption de plein de lois, lesquelles sont importantes, lesquelles vont avoir un impact sur nos vies. Et donc ça, non, moi je reste persuadé que le boulot formidable qu'ils font tous les jours, il n'est pas aujourd'hui mis en concurrence par l'IA. Écoute, je me doutais un petit peu de ta réponse, hein, mais je voulais quand même avoir ta vision là-dessus. Évidemment, ce côté de sérendipité, pour le moment, il y a que l'humain qui peut le faire, et c'est tant mieux. Et pour de la curation, c'est très bien. Et comme je t'ai dit, on aura l'occasion d'en parler avec Benoît de Flint là-dessus. Edmond, on arrive au bout de cet épisode. Il y a juste un point que j'aurais dû évoquer tout à l'heure et je l'ai pas fait, mais je veux le faire parce que c'est quelque chose qui est rare dans les médias. J'aurais dû en parler tout à l'heure quand on a présenté Brief Me. C'est le fait que vous ayez partagé vos déclarations d'intérêt. Je trouve que donc vous avez une charte déontologique qui est très claire et c'est hyper rare à part Mediapart. Donc on peut vraiment lire sur le site de Brief Me à qui appartient Brief Me, qui sont les actionnaires, le pourcentage de parts. Tu t'as été hyper transparent sur le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous revendiquez? Est-ce que c'est
carte que vous mettez en avant en tant que média indépendant. Je sais qu'on revient un petit peu en arrière, mais voilà, je voulais et le saluer, puis t'entendre en parler là-dessus, parce que ça doit pas forcément être simple la première fois de te dire tiens, je fais un investissement, puis tout le monde va être au courant, je donne tous les détails, etc. Comment est-ce que vous vivez ça? Avec une responsabilité sociale et citoyenne. On constate chaque année l'évolution d'une défiance grandissante à l'égard des médias en général. Et je pense que la réponse, c'est pas les médias en général qui l'ont, c'est chaque média doit, dans sa pratique, dans son approche, dans ses interactions avec son audience, avec ses lecteurs, ses auditeurs, ses téléspectateurs, être capable de recréer de la confiance, de dire comment est fabriquée l'information, qui est derrière, est-ce qu'il y a des intérêts, comment on gère les potentiels ou les risques de conflits d'intérêts. Et donc on n'est pas les seuls à le faire. Tu as cité Mediapart, mais il y a aussi Context qui a été un très grand précurseur là-dessus. Et donc oui, je crois que en ayant un niveau de transparence nécessaire à l'égard de ses lecteurs, on participe à recréer un lien de confiance, parce que l'information politique et générale, elle est fondamentale à l'exercice de nos droits de citoyens. Et donc, si on n'a pas confiance dans les médias qui participent à ce débat public, à la circulation d'une information de qualité, qui permet d'avoir un débat public de qualité, ça fonctionne pas. Donc, on a une responsabilité en tant qu'éditeur de médias de participer, d'essayer de trouver des solutions pour recréer des espaces de confiance avec le public. Et donc, nous, on a pris ce parti-là, d'avoir une charte de déontologie, d'être très clair sur est-ce qu'il y a des risques de conflit d'intérêts, et s'il y en a, comment on les gère, de dire que nous, on est un média indépendant et que cette indépendance, elle se détermine par le fait que, voilà, Laurent et moi, on est les deux principaux actionnaires. Et notre objectif, c'est de faire le meilleur média possible, le meilleur journal possible au service de nos lecteurs, et qu'on n'a pas d'autres intérêts économiques cachés dans d'autres pays ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je pense que vraiment, ça participe à cette création de confiance, et on y tient beaucoup. Voilà, écoute, je suis totalement aligné. Je voulais le souligner parce que c'est quand même suffisamment rare. Après, là, cette transparence qu'aussi, là, c'est plus une réflexion perso, hein, ce qui est un peu paradoxal, c'est, tu vois, j'ai vu il y a quelques jours, je crois que Edwy Plenel de Mediapart qui a dû vendre ses parts et donc devient millionnaire, et en fait je trouve ça lui retombe un peu dessus, un peu cette transparence, alors que tu vois, en tant que média, t'as le droit, hein, t'es entrepreneur, tu lances un média, et en fait j'ai trouvé ça un peu dur que que ça lui revienne un peu dans la gueule, désolé pour l'expression, mais en fait tu peux aussi réussir, faire un média indépendant et réussir et devenir millionnaire, etc. Et le côté un peu transparence sur l'actionnariat, etc., c'était un peu un retour de bâton, à mon sens, un petit peu injustifié. J'espère que vous aurez ce problème-là chez Brief Me un jour, en tout cas. Voilà, peut-être une réaction par rapport à ça? Je pense que Mediapart a quand même ouvert le chemin sur à la fois l'information payante en ligne et sur la capacité à avancer sur l'indépendance et à maintenant être passé sur une logique de fond. Et Mediapart prouve au moins une chose, avec ses résultats économiques qui sont vus de notre fenêtre stratosphériques en termes de croissance et de taux de rentabilité. En tout cas, c'est ces résultats économiques qui permettent l'indépendance éditoriale. Et donc, il faut être très clair, il faut que les médias gagnent de l'argent. Considérer qu'un média qui perd de l'argent structurellement et qui doit être renfloué régulièrement par des actionnaires qui peuvent avoir des intérêts qui sont pas forcément ceux d'amener la meilleure information au public, je pense que c'est un problème. Donc oui, il faut que les médias ils gagnent de l'argent, il faut que les médias ils soient rentables, il faut de ce point de vue-là réussir à mettre en place des dispositifs qui favorisent ce point-là. Pour moi, il y a rien de choquant là-dedans. Et un média qui est rentable, il peut continuer à investir, il peut continuer à embaucher, à faire travailler des journalistes et à participer à un débat public de qualité. Encore une fois, aligné, et c'était bien de le rappeler. Edmond, on arrive au bout de cet épisode.
Donc je voulais te remercier du temps que tu m'avais consacré. On a parlé de l'avenir de BriefMe, de votre indépendance. Donc c'était quelque chose, voilà, encore une fois, que je tenais à mettre en avant. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur BriefMe? Est-ce que quoi que ce soit sur les médias? Je te laisse un dernier mot. Peut-être sur l'avenir ou quoi que ce soit. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vois encore aujourd'hui une très grande diversité de nouveaux projets, de médias qui émergent. Il y a plein de choses à aller voir là-dedans. Nous, ça fait maintenant 6 ans qu'on est lancé, mais on est toujours ébahis de voir de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux journalistes lancer de nouveaux projets. Et moi, je trouve ça super qu'il y ait cette dynamique et ce pluralisme-là. Et je pense qu'il faut continuer à l'encourager. Et on leur donnera toujours un peu de la part sur Mediarama, en tout cas pour les mettre en avant. Edmond, merci de ton temps et de ta participation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.